Avec vous pour le 10h midi, nous sommes confinés chez nous, nous ne sommes plus en studio, vous le savez déjà depuis quelques temps, mais ça fonctionne quand même plutôt pas mal et vous le savez, vous avez la parole plus que jamais sur Sud Radio 0826 300 300. Aujourd'hui pour débattre, Geneviève Gotzinger, bonjour, présidente de l'agence Image. Bonjour Geneviève, vous êtes communicante. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, bonjour. Bonjour Alexis. Valérie, bonjour tout le monde. Bonjour. Michel Ouais, Taub, fondateur du site d'information. Oui, je vous entends, on vous entend Alexis. Michel Taub, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Bonjour. Bonjour, bonjour Valérie. Et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Bonjour Sophie. Bonjour à tous. Si vous êtes là, c'est que tout le monde va bien, donc je suis contente de vous entendre. Pas mal de sujets. Aujourd'hui, la France n'a pris aucun retour. Le gouvernement, c'est ce qu'a dit Édouard Philippe, il n'acceptera pas qu'on puisse dire que la France a pris du retard. Le gouvernement a-t-il manqué d'anticipation? Qu'en pensez-vous? 56% des Français mécontents de l'action du gouvernement, alors que la popularité d'Emmanuel Macron bondit, toujours assez incompréhensible les sondages. Et puis 1 milliard de masques commandés à la Chine. La France est-elle trop dépendante? On parle des masques, mais on parle également des tests, on parle également de beaucoup des médicaments. On va en parler. Et puis les routiers qui menacent de se mettre en grève. Bref, un sommaire assez chargé avec vous. 0826 300 300. Puis si vous voulez évoquer d'autres thèmes, vous êtes évidemment les bienvenus. Alors on va commencer notre petit tour de table. Commençons avec Geneviève Gotzinger. Geneviève, bonjour. Oui, moi je voulais dire un mot de l'Afrique parce qu'en fait on en parle extrêmement peu et 46 pays sur les 54 que compte le continent sont aujourd'hui également contaminés. Mais ce qui me frappe, c'est que l'Afrique a pris des mesures extrêmement rapides et extrêmement radicales pour endiguer la pandémie. En fait, ces dirigeants sont très responsables devant ce qui se passe. Et donc, je voulais leur tirer un coup de chapeau. Mais c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'ils ont pris comme mesure? Parce que oui, c'est compliqué. C'est très compliqué parce qu'on a des sociétés qui sont extrêmement tactiles, où les gens sont très proches, vivent souvent dans une extrême promiscuité pour ce qui concerne les catégories les plus populaires. Donc, il y a un mode de vie qui favorise la contamination, il y a une surpopulation, il y a un habitat précaire, et puis également une économie informelle qui représente 90% de l'économie de ces pays, d'une manière générale, en tout cas pour ce qui concerne l'Afrique francophone. Donc c'est très dur de confiner les gens. Quand vous confinez, en fait, si vous ne sortez pas travailler, vous n'avez rien à manger le soir souvent. Mais néanmoins, c'est là-dessus quand même. Un tout petit mot, si vous permettez, parce que j'ai regardé et je trouve ça effectivement très intéressant dans leur réaction. Mais entre nous, la façon dont ils obligent les gens à ne pas se regrouper, la façon dont dans la rue vous avez des hommes armés qui bousculent, qui se précipitent, jamais dans un de nos pays occidentaux on supporterait ça. Et je ne vais pas du tout ni critiquer ni justifier. C'est vrai que c'est un mode de conduite, mais waouh, quand on voit la façon dont on dissémine les groupes et dont on sépare les gens qui sont ensemble, c'est quand même ils ne vont pas parler de oui. Alors, vous avez eu ça à Abidjan, effectivement. Vous avez eu des hommes armés, des policiers qui, en l'occurrence, ont obligé des personnes à se disséminer dans la nature. Enfin, en tout cas, à ne pas se regrouper. Et c'est vrai que c'est très compliqué parce que le mode de vie, c'est celui-là. On vit ensemble en permanence. Donc, bon, c'est vrai que ça serait difficilement acceptable dans des démocraties plus réelles, mais en même temps, il n'y a pas vraiment moyen de faire autrement, je pense. Est-ce qu'on sait la réalité? Est-ce qu'on sait la réalité de ce qui se passe? Alexis Poulain, c'est ça, vous voulez réagir? Non, Michel Taub. Michel Taub, je ne sais pas. Oui, Michel, oui. Oui, alors j'aimerais être aussi optimiste que Geneviève Gotzinger, mais malheureusement, pour bien connaître l'Afrique et avoir bien sillonné, je ne serai pas aussi, encore une fois, si dithyrambique que vous. La réalité, c'est que il n'y a pas de politique de santé en Afrique, que les ministres en charge de la santé, comme leur chef d'État, n'ont absolument pris aucune mesure de prévention, mais je ne parle même pas par rapport au coronavirus, je parle par rapport à des politiques de santé, et je ne donnerai qu'un exemple, c'est le président du Bénin, Patrice Talon, qui connaît très bien la France et qui s'est permis de dire hier on n'a pas les moyens de se payer un confinement et donc laissez passer, il n'y a rien à voir, et il prend des risques énormes en prenant cette décision. Non, la réalité c'est que
en Afrique comme ailleurs, les dirigeants réagissent avec 1, 2, 3 ou une dizaine de trains de retard et que malheureusement, il faut craindre qu'arrive en Afrique ce qui est arrivé en Europe depuis 3 semaines. Bon, moi, je serais plus nuancé que Mme Götzinger, même s'il y a aussi de bonnes initiatives qui sont prises ici et là, quoi. On ne va pas faire le débat là-dessus, vous avez chacun votre point de vue, mais effectivement, on a assez peu de chiffres sur l'Afrique et je pense que c'est compliqué certainement de détecter et de voir combien de cas, même s'il y a des initiatives, comme vous le dites, qui ont été mises en place. Alexis Poulain, c'est un coup de gueule. Oui, alors c'est un coup de gueule sur cette crise aussi, sur tous ces chiens de garde, comme on les appelle, Kakoshim, qu'on n'en peut plus de voir, les Romain Goupil, et là c'est Cohn-Bendit, le dernier, qui a dit quand même que Raoult devrait fermer sa gueule, tout simplement. Voilà, donc un médecin reconnu mondialement pour ses travaux en infectiologie devrait fermer sa gueule alors qu'il fait des tests, lui il essaye de faire des trucs. Et puis on a Daniel Cohn-Bendit, spécialiste en rien, qui lui est là pour dire ce qu'il pense de qui devrait ouvrir sa gueule ou la fermer. Je pense que Daniel Cohn-Bendit devrait fermer sa gueule, qu'il est temps qu'on ne le voit plus sur les plateaux, peut-être, compte tenu de son passé trouble, pour dire le moins, et que le nombre d'experts qui commencent maintenant à parler très, très doctement de médecine qu'ils ne connaissent pas, de solutions qu'ils ne connaissent pas, ferait bien aussi mieux de fermer leur gueule. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions en suspens sur les conflits d'intérêts possibles au sein du conseil scientifique avec cette madame Karine Lacombe qui a travaillé pour Gilead et d'autres, avec bien sûr le professeur Raoult qui n'est pas absent de tout soupçon puisque nos nombreux médecins et scientifiques mettent en doute ses études. Son étude est incontestable, oui. Voilà, contesté et contestable pour certains. Néanmoins, lui essaye, et ce traitement-là est essayé maintenant massivement en Italie également. Je crois qu'à un moment, s'il y a des clochers et des chapelles en médecine, qu'ils se crêpent le chignon entre eux, qu'ils fassent des études. Mais on n'a plus le temps de l'étude, là, on est dans une crise sanitaire majeure, donc je crois qu'il faut vraiment tout essayer. Non, vous pouvez, oui et non, c'est là-dessus que se pose la question. C'est-à-dire, on voit aujourd'hui qu'il y a des effets secondaires à la chloroquine et qu'on ne peut pas s'automédiquer comme ça. Donc, mais il n'est pas question de s'automédiquer. Il est question que des médecins suivent un protocole proposé par le professeur Raoult et d'autres, puisque lui a travaillé avec des Chinois en l'occurrence. Bien sûr, donc, c'est simplement dire, évidemment que vous prenez de l'aspirine en automédication, vous finissez à l'hôpital. Mais et d'ailleurs, ce qui est lamentable, c'est ces gens qui ne savent rien, qui parlent. Moi, je préfère me taire. Je ne sais pas. Je regarde, je lis, j'écoute. Je ne suis pas médecin. J'ai pas fait médecine. Mais alors, quand j'entends des gens dire que des spécialistes devraient fermer leur gueule, moi, ça me met hors de moi. Surtout quand on voit la qualité de. Et j'aimerais juste rebondir. Michel Taube. Oui, juste rebondir sur ce qui vient d'être dit, qui est très important. Effectivement, il y a des exemples. Ça a été dit dans le flash d'information de Sud Radio il y a 5 minutes, qu'il y a des personnes qui ont fait de l'automédication avec la chloroquine et qui ont été hospitalisées. Mais il faut savoir que des centaines, des milliers de médecins libéraux demandent depuis 10 jours n'ont plus le droit de prescrire la chloroquine et demandent à pouvoir retrouver ce droit, ce qui aurait été le meilleur moyen d'éviter que les citoyens s'automédiquent. En laissant tout simplement nos médecins généralistes, nous prescrire la chloroquine quand ils le jugent au nom de leur serment d'Hippocrate, en leur âme et conscience et en connaissance des cas individuels, leur prescrire ce qui peut peut-être alléger. Moi, j'ai des témoignages de personnes, parce que Valérie, vous nous avez demandé si nous étions en forme. Oui, nous sommes en forme. En revanche, moi, j'ai des proches qui sont touchés par le Covid-19, par le coronavirus. Et j'en ai 2 qui m'ont dit qu'ils ont réussi à avoir de la chloroquine par leur médecin juste avant que ce soit interdit par le gouvernement, puisque maintenant c'est réservé aux hôpitaux et dans des conditions absolument draconiennes. Eh ben, les médecins libéraux, ce ne sont pas des charlatans quand même, à ce que je sache. Eh ben, aujourd'hui, ils n'ont pas le droit.
Ils n'ont pas le droit de la prescrire, alors que c'est un médicament qu'on connaît depuis très très longtemps. Oui. Donc je pense qu'il y a sauf que les doses, juste, j'ai un petit peu lu, et je me fais l'avocate du diable, je n'ai aucune notion non plus, c'est que la chloroquine telle qu'elle est prescrite pour le coronavirus est à des doses infiniment plus importantes, enfin pas infiniment, largement plus importantes que ce que prennent les gens qui le prennent pour le lupus ou d'autres maladies. Et par ailleurs, sur l'efficacité de la chloroquine, on sait que le Covid-19, dans la plupart des cas, en 5 jours, s'arrête tout seul. Donc voilà, on n'en sait rien. On n'est pas médecin. Donc Alexis qui dit à Cohn-Bendit de fermer sa gueule, je pense que nous, on est aussi bien inspirés de ne pas commenter la chloroquine parce qu'on n'en sait rien du tout. Bien sûr, mais je suis désolé, nos médecins libéraux connaissent ce médicament depuis très longtemps. C'est pas n'importe quel, c'est un document. Je vais vous dire, c'est un générique archi connu par les médecins. Donc ils savent faire des bonnes prescriptions et ils savent encadrer la prescription. Et ce que je trouve pas normal, parce que c'est très important. On est vraiment dans le sujet de fond qui nous réunit aujourd'hui. C'est que nous sommes en économie de guerre ou pas? Nous sommes en guerre ou pas? Non mais pardon, juste un tout petit mot pour réagir à ça. Je suis très d'accord avec Valérie. J'ai moi-même aucune raison de m'exprimer à ce sujet. Et même les médecins, même les médecins libéraux, ceux qui sont dans ma famille, connaissent les prescriptions habituelles de ce médicament, mais ne connaissent pas du tout le taux de prescription, la dose et ce que ça donne, car ça a été testé. C'est vrai que ça a marché sur des gens, mais on n'a pas eu de groupe test. D'habitude, il y a un groupe A qui est traité par le médicament et un groupe B qui n'est pas traité par le médicament. Et on voit la différence. Or, effectivement, les gens traités, il y en a pas mal, la majorité, qui, au bout de 6 jours, ont une dose virale qui diminue, mais on ne sait pas si ce n'est pas tout simplement l'évolution de la maladie. Voilà, donc, je crois qu'il faut être raisonnable et que Valérie a raison, on n'a rien d'autre à dire. Ouais. Allez, je voudrais qu'on passe. On va en débattre. On va continuer justement après sur le retard à l'allumage. J'en profite dans le cadre qui ferme sa gueule. Je parlerai de Monsieur Poutou qui hier a fait un montage. Merci à tous les vrais héros qui servent la communauté pendant cette pandémie. Au centre de l'image, on voit un patois écrit en lettres rouges sur une illustration de la police. Donc bon, on peut penser ce qu'on veut de la police. Je pense qu'ils font aussi du boulot aujourd'hui pour faire respecter le confinement. Quoi qu'on en pense, quoi qu'il y ait eu comme passé des gilets jaunes, je trouve ce montage absolument ignoble et indigne. Voilà, c'est, je sais pas, vous l'avez vu les uns et les autres, oui, Alexis. Mais le mauvais goût, c'est aussi c'est Michel Taube. Oui, pardon, c'est Michel Taube qui va. Le mauvais goût, c'est aussi, et c'est beaucoup plus grave, lorsque la CGT fonction publique dépose un préavis de grève pour le mois d'avril. J'envisageais de faire un coup de gueule là-dessus, mais là, ce que vous dites sur Poutou, c'est un petit peu de la même veine. Je trouve ça complètement à côté de la plaque et extrêmement grave en termes d'intérêt général. Ou ceux qui se sont réjouis de la mort de Monsieur Devedjian hier. Ah bon, voilà. J'en ai pas. Ça m'a échappé. Si, sur les réseaux sociaux. Bah si, il y en a eu. Vous pouvez pas dire le contraire, Alexis. Oui, il y en a eu. Moi, j'ai pas vu ça. Non. Valérie, nous on y a échappé à ça, heureusement. Il y a eu, donc voilà. Donc Philippe Poutou aussi. Est-ce que c'est le moment de faire ce genre de montage, de déclaration? Il y a des policiers qui sont. Mais je crois que cette situation, les gens sont. Alors, Alexis. Ouais, moi j'ai trouvé ça lamentable parce que déjà faire une généralisation comme celle-là, oui, il y a eu des erreurs, il y a eu des violences policières, évidemment, et je les ai dénoncées, mais j'ai jamais fait cet amalgame de dire que tous les policiers seraient cet ignoble. Voilà, enfin, c'est pas normal. Enfin, c'est vraiment l'idiotie de l'extrême gauche de croire que la police est contre le peuple. C'est faux. Ils font un travail mais personne voudrait le faire, ce travail-là au quotidien. Aujourd'hui, ils font ce qu'on leur demande de faire, c'est-à-dire respecter le confinement. On a vu que, comme on marche sur des œufs, Christophe Castaner a tout de suite dit il y a certains quartiers où c'est pas grave, on va pas faire respecter le confinement parce qu'on sait qu'on va aller au clash. Le problème, il est là, c'est qu'on va continuer à faire semblant, même où là, on pourrait peut-être justement attaquer le problème
problème à la racine. J'interviewais Noah Manoir, qui est policier de Vigie. Il me dit jamais les trafics de drogue ont autant prospéré. Les trafiquants, ils s'en foutent du confinement. Eux, ils font leur petit business et ils sont encore moins emmerdés qu'en temps normal. Excusez-moi du vocabulaire. Alors, il faut dire qu'ils ont moins d'approvisionnement non plus. Hein. Oui, mais il y a des stocks, et ce serait le moment de les saisir, ces stocks, mais personne ne veut y aller. Donc, ils sont très bien organisés, ils se protègent, ils ont des masques, et le business est florissant. Allez, on se retrouve dans un instant, Sophie. Mais oui, mais il y a une pause, Sophie. Ça, calmez-vous. Il y a une pause. Michel Taube non plus n'a pas fait son coup de gueule. Donc, on se retrouve dans un tout petit instant sur Sud Radio. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. On n'a pas fini notre tour de table des coups de cœur, des coups de gueule, de ce qui a retenu votre attention dans l'actualité. Sophie, vous étiez très impatiente, on vous écoute. Oui, non, impatiente. D'abord, je note qu'il y a une forme d'agressivité générale en ce moment. Même les gens que vous croisez par hasard dans la rue, on vous regarde comme si vous étiez des pestiférés. Et je pense qu'il faudrait vraiment un peu un appel au calme. Les réseaux sociaux, n'en parlons pas. C'est juste lamentable. De critiquer tout le monde, de penser à dire yaka, il faut, on peut pas. Je crois que sincèrement, tout le monde fait un peu ce qu'il peut. Alors, je voulais te faire un petit coup de gueule justement parce que le SP2C, c'est le syndicat des professionnels des centres de contact. C'était mon ancien métier. Et c'est eux, vous savez, qui reçoivent tous les appels, en particulier pour le Covid, etc. Ils ont d'ailleurs été félicités par le gouvernement et par le président de la République qui a dit oui, les téléconseillers sont les héros invisibles de la deuxième ligne. En attendant, on a eu droit, je dis on parce que je me considère un peu comme solidaire, puisque j'avais un centre d'appel, ils se sont fait flaguer dans les JT en disant que c'était une honte, et c'est un peu une industrie de la communication, c'est vrai. Tous ces gens qui répondent au téléphone, ils ont toujours été méprisés, détestés en France, alors que c'est un métier formidable qui est nécessaire, et que là, tous les gens qui sont sur ces plateformes pour répondre au téléphone, ils sont protégés. Le syndicat de la profession a exigé à tout transformer, il y a les distances de contact qu'il faut, etc. On s'est tous battus pour avoir d'ailleurs des masques, et ça c'était un problème majeur qui commence à être résolu. Les entreprises n'avaient pas le droit de commander de masques pour leurs salariés. Nous ne le dirons jamais assez. Cette interdiction a été levée il y a 8 jours et on est en train, partout, y compris au mouvement éthique que je préside, d'essayer d'en commander pour nos salariés. Et donc, il ne faut pas que la France s'arrête complètement. Donc, un coup de chapeau pour ces téléconseillers et le syndicat SP2C qui se bat pour répondre à tous les gens angoissés qui téléphonent. Bon, voilà. Merci de ce coup de cœur, c'était positif. Michel Taube, on ne vous avait pas entendu non plus, c'était un coup de gueule? Alors oui, c'est un coup de gueule. Alors, quand il y a un petit coup de cœur, c'est pour les millions de blagues qui circulent partout sur les réseaux sociaux et sur Internet, qui font beaucoup de bien. D'ailleurs, moi, sur mon site Internet, j'ai créé une rubrique, les Corona blagues, qui marche très fort. Donc, si les auditeurs de Sud Radio veulent nous alimenter, qui n'hésitent pas. Voilà, ça, je ne pensais pas le dire, mais c'est Sophie qui m'a, en appelant à être positif et à se calmer, c'est vrai que c'est super ces blagues. Voilà. Il y a des choses très très drôles donc sur votre site Michel Taube, Opinion Internationale. Voilà, et l'humour fait beaucoup bien. Non, moi j'avais un coup de gueule parce que nous sommes le 30 mars et que le 12 mars, le chef de l'État a dit que nous étions en guerre. Et en fait, il y a deux guerres. Il y a la guerre sanitaire, mais il y a la guerre économique également. Et le 30 mars, c'est la veille de la fin du mois. Et moi, j'ai déjà des remontées, et je ne dois pas être le seul, de petits entrepreneurs qui ne vont pas être en mesure aujourd'hui et demain de payer les salaires de fin de mois de leurs collaborateurs parce que le système qu'a choisi le gouvernement pour réagir sur le plan économique, franchement, je ne suis pas sûr qu'il soit bon. Il est hyper complexe. Le chômage partiel, ça consiste à demander aux entreprises d'avancer les salaires à la fin du mois de mars avant d'être remboursés on ne sait pas quand parce que le système est complètement saturé et que les administrations n'arrivent pas à suivre et que la méthode qui a été choisie, comme souvent en France, c'est complexité, c'est une grosse machine administrative et ça ne répond pas à l'urgence qui nous a pourtant été annoncée. Et donc, moi, je dis, il y a beaucoup d'entrepreneurs
qui sont en très grande difficulté de trésorerie, qui ne vont pas pouvoir assumer, et ça va créer du chômage. Et le plan, les mesures nombreuses qui ont été annoncées par le gouvernement, elles sont bonnes sur le papier, mais elles ne sont pas opérationnelles pour le moment, et elles ne marchent pas pour le moment, et ça pose d'énormes problèmes à des milliers et des milliers de petits entrepreneurs qui ne peuvent pas faire les relais de trésorerie que le gouvernement leur demande d'assurer. C'est ça la réalité, malheureusement, et il faut le dire et avoir le courage de le dire. Voilà. Bon, mais on aura l'occasion d'en reparler, je pense effectivement de la situation économique. Juste pour information, je pense que Bruno Le Maire a peut-être les nerfs qui lâchent, puisqu'hier il a posté une photo de son cochon d'Inde en disant que c'est le membre le plus important de la famille. C'est très mignon, mais bon, voilà, c'était plutôt étonnant comme mais je rate plein de choses, Valérie. Mais Valérie, vous voyez, je rate plein de choses. Vous ratez plein de choses. Moi, je suis un peu accro, donc je regarde beaucoup de choses. Juste préciser, parce que Sophie n'a pas parlé de solidarité, elle a dit que les gens étaient agressifs. Et la solidarité, elle existe dans certains quartiers, pas dans d'autres. Elle existe. Il n'y a pas de généralisation. C'est un peu ce qu'on disait sur la police. On a eu la semaine dernière un monsieur qui vit dans une cité qui disait qu'il n'y avait aucune solidarité. En revanche, j'ai vu des initiatives formidables dans les cités de Seine-Saint-Denis où des jeunes font les courses pour les personnes âgées. Donc c'est compliqué de dire il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. En revanche, l'agressivité, elle est là. Les gens, quand ils font leurs courses, parfois, moi j'ai assisté à des scènes un peu, même là récemment, d'une dame qui arrivait avec son enfant en disant j'ai le droit de rentrer devant tout le monde parce que j'ai un enfant. Donc oui, il y a de la tension parce qu'il y a de l'angoisse, mais l'agressivité, la solidarité, elle existe. On peut pas dire dans certains quartiers et pas dans d'autres. C'est vrai qu'encore une fois, j'ai vu hier cette initiative formidable en Seine-Saint-Denis. On va passer à cette déclaration. Oui, quelqu'un voulait réagir? Non. La France n'a pris aucun retard. Je ne laisserai personne dire que la France a pris du retard. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre samedi dernier. Qu'en pensez-vous? On a une auditrice en ligne avec nous. On a Karine. Bonjour Karine. Oui, bonjour Valérie, bonjour à tous. Oui, juste 2 secondes. Oui, juste 2 secondes parce que par rapport à ce qu'un de vos intervenants a dit sur Cohn-Bendit et sur Romain Goupil, alors effectivement, ils ont l'habitude d'intervenir. Ils ont un niveau de servilité par rapport à Monsieur Macron qui est absolument écœurant, qui les discrédite complètement. Je veux dire, on se demande vraiment ce que il a sur eux. Il y a peut-être des dossiers sur eux parce que vraiment à ce point. Et d'ailleurs, hier, Monsieur Cohn-Bendit s'est permis de dire même qu'il avait lui-même appelé Monsieur Macron pour lui dire qu'il fallait absolument qu'il annule le premier tour des élections, mais que M. Macron ne l'avait pas écouté. Vous vous rendez compte? Donc, véritablement, M. Cohn-Bendit est quelqu'un d'exceptionnel, véritablement. Bon, non, je voulais juste réagir sur la conférence de presse d'Édouard Philippe, qui pour moi a été un exercice de fausse humilité et de désinformation absolument magistrale. Et je trouve ça, là encore, assez écœurant. Alors, tout d'abord, au niveau de son retard, moi, vous m'aviez déjà donné la possibilité d'intervenir sur votre antenne et je vous avais dit, moi-même, petite citoyenne, lambda, que j'avais vu dès mi-février cette conférence de presse de l'OMS avec le directeur Ghebreyesus et un médecin chinois qui expliquait que ce virus attaquait les organes. Il décrivait très précisément ce que maintenant les hospitaliers observent sur place. Alors, de toutes les façons, ça ne résiste pas à l'analyse chronologique. Et si vous, journalistes, qui avez accès justement à tous les documents de l'INA, ne vous souvenez pas justement de ce qui s'est passé, alors véritablement, ce sera grave. Parce que, encore, je répète, dès fin janvier, il y avait des articles qui disaient que la Chine incinérait les corps et qu'il y avait des problèmes sur ce virus. Je vous rappelle que le médecin qui a sonné l'alerte, qui a donné l'alerte en Chine, avait 34 ans et il est mort début février. Personne ne s'est étonné qu'un médecin de 34 ans meure de ce virus et personne ne l'a cru. Donc ne me dites pas que le gouvernement, si nous citoyens avons accès à cette information, ne me dites pas que eux ne savaient pas. Et je voudrais dire tout de même que... Oui, allez-y. Excusez-moi, quand même, alors parce qu'il y a plusieurs points. Je voudrais dire que Karine Lacombe, qui est maintenant la nouvelle recrue de En Marche, puisque d'abord elle était en binôme avec Monsieur Simiès, et puis maintenant on la voit partout parce que les médecins de course, ça a toujours existé, et donc ça existe encore. Mais ce qui est grave, c'est que maintenant ça a des conséquences véritablement sur les vies des gens. Et donc ces personnes-là ont dit d'abord que les masques n'avaient pas d'importance, que c'était une grippette, et maintenant, vous savez que Karine Lacombe, qui est intervenue le lendemain de la conférence d'Édouard Philippe sur une autre chaîne,
donc ça prouve bien que maintenant elle est utilisée donc par le gouvernement comme une sorte de porte-parole aussi de la médecine. Elle a dit que finalement, il est très probable que la Chine avait menti aussi sur le début de l'épidémie et que pour elle, ça avait vraisemblablement débuté octobre, voire septembre. Donc moi, je suis désolée, mais là, maintenant, on nous présente la Chine comme des héros parce que soi-disant, ils envoient des masques. Mais et je crois que là, vous savez, non seulement ils ont menti, mais ils ont mis quand même toute l'humanité en danger. Enfin, il faut quand même regarder les ordres de grandeur, c'est gravissime. Et s'ils ont fait véritablement ça... Non, je voudrais vraiment terminer, excusez-moi, j'insiste là-dessus. Et aussi sur l'Europe, il y a une espèce de propagande absolument dégueulasse qui est faite pour nous faire croire que l'Allemagne est solidaire. Elle a pris 4 personnes. Je vous rappelle qu'il y a 4600 personnes actuellement en réanimation dans les hôpitaux. Elle a pris 4 personnes et la Suisse a pris plus de personnes alors que la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc il faut arrêter de nous prendre pour des débiles. On est les otages d'une technocratie qui est devenue complètement folle et qui est dans une théologie économique complètement délirante. Et moi je voudrais savoir comment on les arrête. Karine, juste, vous répondrez, je suis désolée Sophie, à chaque fois que vous prenez la parole, c'est l'heure de la pause pub, mais en tout cas, on va réagir à ce que vient de dire Karine très, très clairement sur le retard à l'allumage, le retard qui a été pris. On y revient dans un instant, 0826 300. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff. Vous avez la parole sur Sud Radio 0826 300 300. Karine s'est exprimée assez longuement sur son ressenti suite à la conférence de presse d'Édouard Philippe samedi. Est-ce qu'il y a eu du retard à l'allumage? On vous attend. Sophie, vous aviez commencé à réagir. Oui, je disais que c'est vrai qu'il y a une espèce d'envie de trouver un bouc émissaire. C'est forcément de la faute de quelqu'un. Donc oui, il y a des erreurs. Il y a des responsabilités. Oui, hein. Il y a des responsabilités, mais je crois que c'est... Alors je vais vous dire un truc, parce que je les ai aussi, y compris à travers Geoffroy Roux de Bézieux. Le Premier ministre et le Président, on peut penser tout ce qu'on veut. Ils se défendent jour et nuit. Ils sont... et c'est normal, c'est pas le sujet. Non mais heureusement, Sophie, qu'ils se défoncent. Heureusement qu'ils se défoncent. C'est pas la question... Mais c'est pas la question de se défoncer, c'est la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas eu du retard dans le confinement, dans la gestion des masques, dans la gestion des tests? Il y a plusieurs questions. Il y a eu clairement, je pense, des vraies erreurs et du retard avec une erreur stratégique gouvernementale concernant les tests et concernant les masques parce qu'ils ont voulu tout capter. C'est l'État qui devait tout avoir, c'était prioritaire. Or, c'était une erreur parce qu'on a bloqué ça. La deuxième chose sur laquelle je voudrais réagir, c'est facile, on peut dire que la Chine nous a passé le virus, que c'est tous des ordures, qu'ils ont tué quelqu'un. Ça n'a aucun sens. Ce que je sais pour l'instant, et je le sais parce que c'est grâce à eux que vous allez tous avoir des masques. Il n'y a qu'eux qui en produisent. Les avions sont partis. Il y a des usines en France. Il y a des usines en France. Très peu, malheureusement, elles ne font pas face. Elles font pas face. On les a fermés, c'est bien. Ça nous amènera à notre sujet sur la dépendance. Mais juste sur le manque d'anticipation. Je veux dire, il y a eu le match Lyon-Turin. On avait prévenu. Il y avait la sortie théâtre des Macron une semaine avant. Il y a eu plein de choses. Les élections. Bon, on va pas revenir sur tout ça. Il y a effectivement des médecins qui se sont trompés. Il faut revenir là-dessus, Valérie. Effectivement, il y a eu en permanence. Pardon. Alors, il y a eu en permanence des injonctions totalement contradictoires. C'est à la fois on sort pas, on va voter, on va pas à l'école, mais on va aux urnes. Il y a eu au début un véritable laisser-aller au début avec une arrogance vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'Italie. Ensuite, il y a eu une communication très lyrique, mais en fait un vrai défaut d'information sur la réalité et des informations qui nous ont été données, qui étaient d'ailleurs en fait pas vraies du tout. Pardonnez-moi. On masque des objectifs de... Oui, voilà, c'est une autre manière de le dire. Je suis plus soft que vous, mais... Disons-le. Non, mais le gouvernement a menti. On dit on ne va pas tester parce qu'on n'a pas de test. On dit on n'a pas besoin de mettre des masques quand on sort dans la rue parce qu'on n'a pas de masque. Donc, à partir de là, vous avez forcément un problème de crédibilité de la parole publique. Quand les gens s'aperçoivent que toute cette communication a en fait été dictée uniquement par la pénurie. Cela dit, moi, samedi, j'ai trouvé quand même Édouard Philippe dans sa communication assez efficace. Parce que par rapport à tout ce qu'on vient de dire, là, ces mensonges qui sont réels, ces injonctions contradictoires, il y a aujourd'hui, et là Sophie a raison, un profond besoin quand même d'unité nationale pour s'en sortir. Il faut absolument qu'on accepte tous ce confinement et peut-être sur la durée, et à partir de là,
il faut que la parole publique retrouve une certaine forme de crédibilité. Donc, ça passe par une pédagogie, mais cette fois une pédagogie réelle, sur la réalité des choses. On commande 1 milliard de masques. Oui. Enfin, oui, Alexis. Il y a eu beaucoup trop. Oui, c'est Alexis. Il y a eu beaucoup trop de mensonges. Enfin, si on regarde la chronologie, le gouvernement s'est discrédité et pour longtemps. Il fallait pas tenir ce premier tour des élections. Il y avait suffisamment. Alors, juste une seconde, Alexis. Tout le monde, tous les partis, d'accord. Mais bien sûr, étaient d'accord pour qu'il y ait ça. Y compris le comité scientifique. Le comité scientifique a donné son accord. Oui, mais c'est pas mais voilà, c'est bien tout le problème du comité scientifique. C'est qu'on n'a pas géré cette crise de manière sanitaire, on l'a gérée de manière politique et économique. Il fallait surtout pas arrêter le pays. On se retrouve avec l'épidémie. Et en se défaussant, bien sûr. De toute façon, le politique, le responsable n'est pas coupable, c'est fini. Cette fois-ci, il y aura des responsables, il y aura des coupables. La façon dont cette crise a été gérée, alors qu'on avait les alertes chinoises, les alertes italiennes, les médecins depuis janvier dans les revues scientifiques qui disait clairement ce qu'était ce virus, on a fait comme si finalement l'immunité de groupe allait fonctionner, c'était pas si grave. Et puis on se rend compte que non, finalement, alors oui, certes, les Chinois ont sans doute omis de nous dire beaucoup de choses. L'OMS on lui a tordu la main pour ne pas passer en stade de pandémie mondiale, etc. Donc on a pris tous beaucoup de retard. Mais quand le virus était en Europe, en Italie, on pouvait à ce moment-là voir l'ampleur de ce que c'était, mais on a fait comme si la frontière, comme si c'était juste en Italie, comme si ça ne viendrait jamais en France, où nous on saurait gérer. Rappelez-vous Olivier Véran qui disait qu'il avait aucun souci puisque le système de français était très résilient et qu'il était très bien fait, alors que les médecins sont en grève depuis 1 an pour dire que l'hôpital est à genoux, que ça manque de moyens. Donc évidemment que les gens n'ont plus confiance dans cette parole puisqu'on leur a menti sur les masques, on leur a menti sur les tests, on leur a menti sur les capacités du système de santé français. Comment voulez-vous qu'ils croient encore à la parole politique après ça? Donc alors on va faire tous les exercices. On peut être unis derrière les soignants, il faut l'être. On peut être unis derrière les gens qui sont effectivement au front, on peut l'être. Mais unis derrière un gouvernement du mensonge, ça personne ne l'est. Et croyez-moi, même en 14, mais attendez, même en 14, l'Union nationale n'empêche pas le débat démocratique. On ne met pas la démocratie en pause parce qu'on a une crise sanitaire. Il faut aujourd'hui, dès à présent, documenter les erreurs, les fautes et arrêter de dire que c'est pas le temps d'assainir. C'est le temps. Non, c'est le temps. Il n'y a pas un temps pour une chose et un temps pour l'autre. Aujourd'hui, on est tous unis derrière les soignants, mais personne n'est dupe de ce gouvernement du mensonge. Non, c'est vraiment pas Michel Taube, Michel. Non, alors je dirais que vous direz après, Sophie, il y a Michel Taube. Moi, je dirais surtout que c'est un échec de la gouvernance sanitaire de notre pays. C'est-à-dire que c'est pas tellement le système de santé qui est effectivement un des meilleurs au monde, mais c'est au niveau de la gouvernance que cela a été catastrophique. Parce que, il faut le dire, mais au niveau des apparatchiks du système de santé français, je parle des apparatchiks. Je parle pas de tout le système. On voit bien que les médecins sont hyper mobilisés, des soignants, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Et s'il y a une union nationale à avoir, c'est derrière nos soignants. Mais là, on parle de la gouvernance. Et au niveau de la gouvernance, il y a eu 2 échecs selon moi. Il y a eu un échec de l'État administrativo-sanitaire qui va devoir répondre du fait qu'il y a 3 mois, il n'y avait quasiment plus de masques homologués en France. Pourquoi depuis 10 ans, on a déstocké et on n'a pas veillé à reconstituer les stocks de masques? Il y a là des responsabilités qui sont absolument inadmissibles au niveau de la gouvernance administrative. Et puis, c'est vrai qu'il y a un échec. Il y a un échec d'Emmanuel Macron et du gouvernement. Et malheureusement, selon moi, la raison, elle est profonde. Elle n'est pas une raison uniquement d'opportunité, à savoir qu'ils auraient eu du retard à l'allumage. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron a appliqué sa doctrine du « en même temps » à un moment où il fallait avoir des choix très très rapides et très radicaux, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que la fameuse semaine avant le premier tour de l'élection municipale, entre le 9 et le 15 mars, Emmanuel Macron a fait du « en même temps ». Il a dit aux Français « nous sommes en guerre » et en même temps vous pouvez aller voter. Et il a appliqué une méthode qui n'est pas une bonne méthode de gouvernance, surtout en période de crise et de guerre. Et oui, effectivement, il y a une responsabilité à avoir voulu appliquer ces injonctions paradoxales constantes. C'est les injonctions contradictoires. Comment faire Non mais Sophie, attendez. Qui sont
comment faire, mais il y a des pays qui ont su comment faire autrement. Pas énormément. Les pays, et il n'y a pas que la Corée du Sud, maintenant on a l'exemple allemand. Les pays qui ont décidé de tester massivement pour pouvoir isoler et confiner les personnes contaminées sont les pays qui semblent pour le moment avoir les meilleurs résultats, et notamment sur le plan sanitaire et sur le plan économique. Parce que cette méthode permettait... Et là où il y a eu un mensonge samedi, il y a eu un vrai mensonge samedi, que je veux redire très précisément. Le professeur Édouard Philippe, qui nous a donné des leçons avec des tableaux et des graphiques, il y a eu un mensonge très précis. Il a été dit samedi que le gouvernement suivait les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui demandait de tester tout le monde à la sortie du confinement. Et ceci est faux. Ceci est un mensonge très précis. J'ai retrouvé les recommandations. L'OMS, dès le 11 mars, c'est-à-dire il y a 3 semaines, l'OMS demandait, son directeur général, tester massivement. Mais on a une pénurie de tests. On a une pénurie de tests. Non, mais il fallait le dire dès le 12 mars alors. Il fallait le dire honnêtement dès le 12 mars. Mais on est d'accord. Oui, tout vient de cette pénurie. Non, mais c'est pas le message qu'on nous renvoie. Le message qu'on nous renvoie, c'est que la France met le paquet pour se doter des moyens de tester le plus vite possible le plus grand nombre de personnes. Et la réalité, c'est que effectivement, maintenant, c'est probablement trop tard, parce qu'avec la concurrence mondiale, tout le monde veut se doter des moyens techniques de faire les tests. Je ne parle même pas des masques, je ne parle même pas des aspirateurs. Oui, mais on rentre dans... Après, il y a encore d'autres questions qui vont se poser, à savoir, j'ai vu qu'il y avait des laboratoires français qui ont proposé des tests, et l'administration française fait que ces tests-là, aujourd'hui, ne sont pas possibles parce qu'il n'y a pas les agréments à cela. Et c'est un scandale. C'est un scandale parce qu'il faut faire confiance au système D des Français, qui ne sont pas suicidaires. Lorsqu'un ingénieur propose... C'est l'exemple allemand, c'est l'exemple italien de cet ingénieur italien. Je termine, après je ne parlerai plus. C'est l'exemple de cet ingénieur italien qui a détourné des masques de plongée d'une grande marque de sport et qui a permis d'avoir 500 masques, 500 aspirateurs, respirateurs dérivés et qui ont sauvé des vies humaines. Mais pourquoi ne faisons-nous pas ça dans toute la France le plus vite possible? On est en guerre ou on n'est pas en guerre? Oui, alors on a Bruno qui voulait réagir. Bonjour Bruno, vous êtes à l'antenne sur Sud Radio, on vous écoute. Bonjour Valérie, bonjour à tout le monde. Oui. J'espère que vous avez été sage et que vous avez respecté le confinement. Absolument. Ok, super. Vous aussi Bruno? Oui. Bien que pour des motifs professionnels, je sois obligé de sortir régulièrement. Je respecte, quand je n'ai pas de travail, quand je suis en période de repos, je respecte le confinement. Voilà, super. Alors, mais quel révélateur cette pandémie! Quel révélateur! On voit l'incurie d'un gouvernement et même d'une succession de gouvernements. Parce que je vous rappelle quand même que si l'hôpital est dans cet état, l'hôpital public j'entends, est dans cet état, c'est quand même, ça a démarré avec la tarification à l'acte. Oui. Quand même. Donc ça fait un petit moment quand même qu'on tape sur l'hôpital et qu'on creuse sa tombe. Et ça, l'incurie du gouvernement, la non-préparation, le stock de masques en janvier, qui avait été brûlé, le stock d'État, FFP2 qui a été brûlé, tout ça qui a été détruit, alors qu'ils auraient très bien pu le remettre dans le circuit, ça aurait fait faire des économies aussi, puisqu'on les avait achetés et payés. Non, parce qu'ils n'étaient plus, ils étaient obsolètes. Les élastiques étaient obsolètes, mais en fait, les masques FFP2 chirurgicaux ou FFP3, stockés dans des conditions correctes, le matériau lui-même du masque n'est pas périmé, c'est l'élastique qui sèche, et puis voilà, quoi. Je veux dire, voilà, c'était pas... Donc vous dites, il y a eu du retard à l'allumage, il y a eu des erreurs de commises. Complètement. On est face à un truc je sais pas, c'est l'idéologie imprimée, la politique imprimée pour les élections municipales. Voilà, je veux dire, on est devant une incurie complète, mais à tous les étages et sur tous les aspects, quoi. C'est terrifiant. C'est terrifiant, ce genre de choses. Parce que ceux qui trinquent après, à la fin, c'est quand même les citoyens.
Ouais. C'est eux qui sont après dehors et qui, non, j'ai pas de masque, non, je peux rien faire. Enfin, on voit le président aller visiter l'hôpital de campagne. Les soignants à côté de lui ont un masque chirurgical et lui, il a un FFP2, voire peut-être même un FFP3 s'il faut. Mais alors que, je sais pas, tout le monde aurait dû avoir au moins un FFP2, quoi. Mais non, là, non, déjà, écoutez, là, il y a... non, mais c'est le constat. C'est le constat qui a été fait. Oui, alors qui veut intervenir? Moi, c'est Alexis. Sur la stratégie face au Covid-19, c'est même étonnant de voir qu'il y a eu un rapport stratégique qui a été publié en janvier qui enlevait la référence à tous les masques. Alors que tous les rapports jusque-là pour gérer la pandémie, qui datent de 2004, 2011, 2013, mettaient le masque au cœur du dispositif, notamment pour les métiers de contact, ce qu'on voit dans la distribution et ailleurs. Et là, comme il n'y avait pas de masque et comme on ne pouvait pas dire que c'était pas utile et qu'il fallait coller à la parole publique qui était un mensonge, on a simplement effacé les masques. On a dit que c'était uniquement utile pour les malades et les soignants. Or, dans les rapports précédents, les masques étaient clairement notés comme étant essentiels à la protection des travailleurs dans les métiers de contact. Donc, on a mis en danger volontairement toute une couche de la population française parce qu'on n'avait pas les moyens de les protéger. Et ça, je trouve que c'est inacceptable. C'est en ça qu'il y aura des comptes à rendre une fois la crise passée, parce que ce mensonge-là, documenté, voulu, est un mensonge politique. Il n'a jamais été question de gérer la crise sanitaire de manière sanitaire. C'était une gestion uniquement communicationnelle, politique et économique d'une certaine façon. Et ça, c'est là où les Français, je pense, sont très en colère. Et il faut qu'on parle de cette dépendance de la France pour ces médicaments, pour ces masques, avec ces usines qui ont fermé. Ça pose là aussi beaucoup de questions. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio, 0826 300 300. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, je suis avec Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, et Geneviève Götzinger, communicante et présidente de l'agence Image. 1 milliard de masques commandés... Pardon ? 1 milliard de masques commandés à la Chine. La France est-elle trop dépendante, et dépendante également pour ses médicaments? Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet? Qui veut prendre la parole? Oui, moi je veux bien prendre la parole là-dessus, parce que d'abord, oui, on est clairement dépendant. 2, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire aujourd'hui. Je ne vois pas comment on pourrait faire autre chose que du en même temps. Je précise. Il faut rester confiné, on est d'accord, rester chez soi. C'est une injonction qui est faite par tout le gouvernement, les gens en sont conscients. Et pardonnez-moi, mais en même temps, il faut que les gens aillent bosser. Et donc, franchement, on ne peut pas éviter cette injonction contradictoire, parce que il ne faut pas, là on a un problème majeur au niveau de l'agriculture. S'il n'y a pas, il faudrait que ce soit des jeunes parce qu'ils sont très rarement atteints, s'il n'y a pas l'accueil des fruits qui est fait, on va avoir un manque de produits frais terrible avec d'autres maladies. Si la chaîne alimentaire est bloquée parce que les camionneurs ne circulent plus... Mais quel rapport avec la dépendance la dépendance? Si la dépendance, c'est que moi, on bosse en France, plus on apporte de l'étranger. Vous étiez en train de dire, Valérie, fort justement, on a des boîtes ou des usines qui pourraient, etc. Sauf que ceux-là, ils veulent plus aller bosser maintenant. Il y a des gens qu'on pourrait reconvertir quand Trump exige... Mais oui, il faut quand même continuer à bosser, y compris pour nous on est complètement d'accord là-dessus. Sur la question de la santé, sur la question de la santé, on est quand même obligé de constater aujourd'hui qu'on a délocalisé des pans entiers de choses qui sont totalement vitales pour nous. Donc là, la question se posera peut-être à terme, j'espère que ça se posera, de la relocalisation en France de certains processus de production qui sont essentiel parce qu'il concerne notre santé et donc notre vie, point final. Non, vous n'êtes pas d'accord là-dessus? Oui. Si, je suis d'accord. Je veux dire qu'il y a de toute façon d'abord, d'une part, c'est pas encore le moment, mais on y pense tous, une réorganisation de l'économie qui forcément va découler de cette crise. Je pense que on va être obligé, d'ailleurs ça correspondait aussi à la production de proximité, au fait d'acheter autour de soi, etc. Ça c'est un fait. Au-delà de ça, on a eu une mondialisation, je sais Alexis Poulain ne l'aime pas et on a le droit de ne pas l'aimer. Elle a été
dangereuse pour ce virus, elle est en même temps très, très, très positive pour ce virus. Parce que d'accord, la Chine, elle envoie les masques. Et il y a un pont aérien. Et pour l'instant, on n'a pas d'autre solution. Alors ça, c'est une chose. Et puis ensuite, il y a l'immédiat. L'immédiat, on a besoin de se nourrir, on a besoin de soigner, on a besoin de gens qui sont courageux et qui restent ouverts. On a besoin de la poste. Pardonnez-moi, on a besoin de bosser. Ouais. Donc moi, j'aimerais comprendre comment on flingue cette injonction contradictoire. Moi, j'ai beau réfléchir, vraiment, je vois pas comment on fait. Mais on n'est pas sur, on n'est pas sur le, enfin, on est sur le sujet, mais on n'y est pas. C'est aussi la dépendance économique hors coronavirus. Alexis. C'est ça, c'est-à-dire qu'on est sur la dépendance économique globale. En fait, le fait que les puissances européennes ont profité de la mondialisation pour baisser les coûts, pour délocaliser. La production de médicaments se fait majoritairement en Inde et en Chine et ailleurs. Les masques, c'est pareil. Enfin, tout ce que vous voulez, mais on peut le multiplier à loisir. C'est-à-dire qu'on est extrêmement dépendant et on découvre, comme des tartuffes aujourd'hui, que la souveraineté, eh bien, c'est d'abord produire pour soi, que ce soit l'agriculture, que ce soit les médicaments, que ce soit bien sûr l'énergie, les secteurs clés stratégiques qu'on ne peut pas mettre au secteur privé parce que c'est l'État qui tient en temps de crise majeure. Et ça, il faut que les dirigeants actuels sont obligés de changer totalement leur logiciel. Depuis des années, ils sont tous à peu près néolibéraux à dire que la mondialisation est très bien, qu'il faut moins d'État. Et puis on se rend compte qu'en temps de crise, s'il n'y a pas d'État, il n'y a plus rien. Et donc on a besoin, évidemment, il faut y aller. Et puisque soi-disant on est en guerre, eh bien pourquoi on ne nationalise pas pour la production de médicaments, de masques, de tests, etc. Pourquoi on ne fait pas encore un numéro d'appel? Ils savent faire ça très bien pour tous les gens qui veulent aider. Moi, je vois sur les réseaux sociaux un nombre d'initiatives de solidarité locale, de gens qui disent voilà, j'aimerais me mettre en contact avec l'ARS, avec machin, je peux faire des masques, j'ai trouvé ça, etc. On est capable de se remettre en mode production pour faire d'autres choses, mais personne ne leur répond. Mais enfin, c'est quoi cette organisation? Donc à un moment, évidemment qu'il y a une question sur l'organisation de l'État, sur ce qu'on veut en faire, sur nos moyens de la souveraineté. Et puis la question de l'Europe, encore une fois. Alors évidemment, l'Europe a aidé, mais quand on dit que l'Allemagne a donné 15 respirateurs à la France, 15, c'est histoire de dire qu'on a fait un truc. 1 million de masques à l'Italie, enfin on a donné, on a fait des choses, d'accord, mais rien compte tenu de ce qu'on devrait faire. Et puis je répète ce que j'ai déjà dit vendredi et qu'on ne sait pas forcément, c'est sur place cette diplomatie qui se joue avec des ambassadeurs qui mouillent la chemise et qui vont dans les usines pour négocier eux-mêmes les contrats avec la France. Oui, sauf l'ambassadeur de France qui a été le dernier, qui a été 2 fois moins approvisionné parce qu'il n'était pas déplacé. Qui a été le dernier, et effectivement, il y a des entreprises qui se sont fait piquer des respirateurs, qui se sont fait piquer des masques parce que l'ambassadeur, des ambassadeurs d'autres pays européens sont allés chacun pour soi. Voilà, qui voulait intervenir? Michel? C'est juste pour dire que dans cette course de vitesse et cette concurrence mondiale, ça va être très très difficile de rattraper notre retard. Moi je pense que, comme l'un des intervenants l'a dit, il faut tout autant miser sur la mobilisation de l'ensemble de l'appareil industriel français. Le monde du textile, le monde de la papeterie est très mobilisé actuellement pour fabriquer des masques qui n'auraient certainement pas été homologués il y a 2 mois, mais qui aujourd'hui passe, parce que Olivier Véran lui-même a dit que ces 2 secteurs étaient très très mobilisés. Et puis quand l'annonce a été faite du milliard de masques venant de Chine, il faut être prudent. Il y a un premier avion cargo qui est effectivement arrivé hier, mais jusqu'à ce que ces masques soient arrivés en France, il y aura des doutes sur serons-nous livrés, parce que c'est extrêmement compliqué et parce qu'il y a des surenchères commerciale dans le monde entier et qu'effectivement, je pense que certains pays mettront peut-être beaucoup plus de moyens encore que la France et donc c'est pas gagné. Misons autant sur nous-mêmes. Remercions les Chinois quand même de nous en livrer parce qu'encore une fois, c'était pas évident que les Chinois... on les leur achète. On les leur achète, c'est du commerce. C'est pas des cadeaux, ils ne font pas de cadeaux. Non, c'est pas des cadeaux, on leur achète les masques. Et il y a le risque de masques frauduleux. Non, mais les 5 millions de masques qui sont arrivés hier... Les Pays-Bas qui ont reçu 500 000 masques qui ne fonctionnent pas. Oui.
qui veut réagir. Le risque des masques, le problème de ce business, voilà, les profiteurs de la crise, c'est qu'on a à la fois des tests et des masques qui sont mis sur le marché et qui ne fonctionnent pas. On a vu ça, les Pays-Bas ont reçu 500 000 masques qui ne servent à rien. Des tests en Espagne qui s'avèrent totalement inutiles. Donc il y a en plus le risque de se retrouver avec des produits frauduleux ou des produits totalement inutiles parce qu'on agit dans l'urgence, parce qu'on n'est pas capable d'avoir la chaîne de contrôle, de faire un contrôle qualitatif sur la production, sur la façon dont sont faits ces masques et ces tests. Écoutez, donc on est totalement déjà, dépendant. On peut se réjouir, mais est-ce qu'il serait mieux fait en France qu'en Chine? Voilà, attendons de voir. Mais là, on n'a aucun contrôle sur la filière. Voilà, on est simplement dépendant de ceux je pense qui veulent bien nous en vendre. De ce qu'on sait, ils ont été faits, ceux qui arrivent ont été faits, en tout cas dans des usines homologuées, etc. Hein, on l'espère. Mais oui, on l'espère. Merci à tous, merci à tous les quatre, merci aux auditeurs de Sud Radio d'être aussi nombreux tous les jours et on est là pour vous accompagner, pour vous aider, pour répondre à vos questions. Et dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous.